Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de votre journal. Jean d'Aussonville, nouvel ambassadeur de France à Monaco, a remis aujourd'hui ses lettres de créance au prince Albert II. Il sera avec nous dans quelques instants en plateau pour évoquer ses nouvelles missions. Nous irons à New York rejoindre notre envoyé spécial Alexandra Pani qui a assisté à l'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, un moment marqué par une passation de pouvoir entre deux présidents. Plus de détails à venir. La rentrée scolaire, c'est lundi prochain en Principauté. Elle sera placée sous le signe du bien-être de l'élève. Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, viendra nous présenter les grandes lignes et les nouveautés de cette rentrée. Que devient le centre polyvalent de Lumbila au Burkina Faso? Inauguré en 2018, le complexe est l'un des plus grands projets que la Croix-Rouge monégasque ait mené à l'international. Focus à la fin de ce journal. C'était au Palais Princier ce matin. Le nouvel ambassadeur de France à Monaco a remis ses lettres de créance au prince Albert II. Jean d'Aussonville succède à Laurent Stefanini. Auparavant, il a notamment été premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN à Bruxelles et conseiller auprès du ministre de la Culture et de la Communication. Jean d'Aussonville était depuis 2010 directeur général du domaine national de Chambord. Le nouvel ambassadeur de France à Monaco est notre premier invité du JT. Bonsoir Jean d'Aussonville. Bonjour. Vous avez remis aujourd'hui vos lettres de créance au prince Albert II. Comment vous avez vécu ce moment? C'est un moment où l'ambassade évidemment se sent très honorée. On est très impressionné à la fois par le protocole qui est déployé par la principauté, par la chaleur aussi de l'accueil du prince, du ministre d'État et du gouvernement. Vous avez été officiellement nommé le 1er août, vous avez pris vos fonctions le 1er août. Comment vous avez accueilli cette nomination? Avec beaucoup de bonheur parce que en fait je ne connaissais pas Monaco. Je sais que la relation est extrêmement proche entre la France et Monaco. J'apprécie aussi la qualité de vivre ici, la chance d'être au bord de la Méditerranée. Et puis je sais aussi que j'arrive à des moments qui sont importants pour Monaco et sur lesquels la France, en tant qu'amie de toujours, peut éventuellement se rendre utile. Et donc j'espère que j'arriverai aussi à me rendre utile dans ma mission. Quelle définition vous donneriez à votre rôle d'ambassadeur ? Il y a une première fonction que remplit l'ambassadeur de France ici, qui avec son collègue italien est l'ambassadeur permanent, c'est de reconnaître officiellement et de manière permanente la souveraineté de Monaco. Ça, c'est extrêmement important. Les choses ont changé de ce point de vue-là depuis le traité de 2002. Monaco s'est aussi développé dans la communauté internationale, donc c'est important de reconnaître et de soutenir cela. Un deuxième aspect, je pense, assez finalement original ou paradoxal, c'est qu'il est probable que je serai aussi l'ambassadeur de Monaco, en quelque sorte, auprès des autorités françaises, auprès de la société française, notamment pour souligner ce que Monaco fait de remarquable, ce succès extraordinaire économique, social et culturel, et qui parfois peut-être n'est pas assez connu de mes compatriotes. La Principauté et la France entretiennent des liens de longue date, de très longue date, des liens fidèles. Est-ce que l'on peut parler de communauté de destin? Communauté de destin, oui, c'était les mots qu'avait utilisés le général de Gaulle à l'époque, les mots qui ont été repris, d'ailleurs j'ai vu encore très récemment par le président du Sénat, Gérard Larcher, lorsqu'il recevait une délégation du Conseil national. Et c'est l'expression qui traduit bien cette intimité entre nos deux pays, ce pacte multiséculaire autour d'une histoire commune, mais en même temps, je dirais comme dans une famille, vous vous aimez, mais chacun est chacun et l'autre est autre. Et cette altérité, il faut aussi savoir la respecter. Et je crois que c'est aussi mon rôle vis-à-vis des Français de dire que Monaco est un pays indépendant, souverain, avec sa culture, et il faut le savoir et connaître cette culture. La communauté française est nombreuse à Monaco. C'est d'ailleurs la communauté résidente la plus importante ici en Principauté. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? La grande attention qui est accordée par le gouvernement français à la communauté française, qui fait partie historiquement de l'histoire du pays,
Une dimension aussi qu'on oublie parfois, c'est l'importance aussi des salariés français qui viennent travailler à Monaco tous les jours, plus de 40 000. Et du coup, l'importance aussi attachée au sujet de coopération transfrontalière qui sont indispensables pour les ambitions de Monaco, mais aussi pour améliorer la vie quotidienne des Français qui viennent travailler à Monaco. Vous étiez auparavant directeur général du domaine national de Chambord, un véritable joyau du patrimoine français. Est-ce que c'est fort de cette expérience et de vos expériences passées que vous arrivez ici en principauté? Chambord, c'est une expérience à part parce que c'est un lieu un peu hors du temps et c'est un lieu du génie, donc c'était une grande passion. Mais c'est un lieu qui vous amène à toucher beaucoup de sujets que vous pouvez retrouver ici. Par exemple, les questions de biodiversité, l'environnement, la nature, la question aussi du tourisme, l'accueil des publics. Quand vous accueillez plus d'1 million de visiteurs par an à Chambord, vous vous posez la question des transports, de la qualité des services, de la qualité de l'accueil. Aussi quelque chose de tout simple, mais l'équilibre d'un budget, qui évidemment est à toute autre échelle, à l'échelle d'un État comme Monaco, mais qui malgré tout est une préoccupation monégasque, préoccupation d'autonomie et d'indépendance. Et puis vous avez quelque chose de commun, et quelque chose que moi j'admire beaucoup à Monaco, c'est ce sens de la destinée. Monaco, les 7 siècles d'histoire des Grimaldi, l'idée que vous êtes là, que vous vous projetez dans l'avenir, et que vous dites que dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, vous serez toujours là. Et Chambord, qui a 5 siècles d'histoire, vous avez la même responsabilité, la même préoccupation. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, pour revenir à votre question, parce que philosophiquement, finalement, je retrouve beaucoup de choses dans la destinée de Monaco qui m'avaient amené, par passion, à venir à Chambord. Bien, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour votre première interview. Merci de m'avoir reçu. Direction les États-Unis à présent, à New York plus précisément, où l'ONU s'apprête à accueillir dans 2 semaines les dirigeants et les délégués du monde entier avec l'ouverture du sommet 2023 des objectifs de développement durable et la semaine de haut niveau auquel assisteront de nombreux chefs d'État, dont le prince souverain. On rejoint Alexandra Pani sur place. Bonsoir Alexandra. Avant ces temps forts que l'on vient de citer, vous avez assisté ce matin à la clôture de la 77e session de l'Assemblée générale, marquée par une passation entre 2 présidents. Bonsoir Émilie, tout à fait. Vous le savez, au mois de septembre, nous le couvrons régulièrement sur notre antenne, débute la nouvelle session de l'Assemblée générale, moment important où le nouveau président prend officiellement ses fonctions. Pour cette 78e session, vous pouvez le voir à l'image, il s'agit de Denis Francis, originaire de Trinidad et Tobago. Il a été élu par les États membres des Nations Unies en juin dernier pour une durée d'1 an. Le président sortant est quant à lui hongrois, Csaba Kőrösi. Il a notamment organisé durant son mandat l'importante conférence sur l'eau qui s'est déroulée au mois de mars dernier. Nous avions bien sûr couvert l'événement sur Monaco Info. J'ai pu m'entretenir avec lui. Il revient sur cette année écoulée et les défis auxquels les Nations Unies et les États membres devront faire face dans les prochaines années. Je vous propose de l'écouter. When I started, I suggested the member states that let's organize ourselves along solutions through solidarity, sustainability and science. Why? Because we have so many agreements, so many good goals, so many procedures, negotiating tracks in the United Nations. What we are much weaker how to turn agreements into concrete action. I still believe that crisis management and transformation are the most important avenues for the 193 countries and this organization. And as long as I have the opportunity to support it, I will do so. If someone would ask whether or not the UN needs a reform, of course it does. Nothing is more natural. The UN has been through some very significant reforms since the creation. The world
is standing ahead of a major transformation. It means that all our organizations, what we have created to withstand the impact of the storm that is awaiting us, those organizations, those devices, what we use, should be equipped and should be transformed to be relevant to those challenges that are awaiting us. Et cette interview de Csaba Kőrösi a été réalisée dans le cadre du documentaire Monaco-ONU, 30 ans au cœur du concert des nations, un documentaire Monaco Info que vous pourrez découvrir sur notre antenne au mois d'octobre. On le précise, Alexandra Pani, on vous retrouvera désormais chaque semaine pour une nouvelle chronique depuis les États-Unis. Oui, merci Emilia, à très bientôt. On reste justement aux États-Unis, où Hugo Gnís s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open. Associé à Jan Zielinski en double, le joueur de la Fédération monégasque de tennis sera opposé à la paire Krasicek-Dodig pour une place en demi demain. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a tenu sa traditionnelle conférence de presse de rentrée ce mardi matin. L'occasion de dévoiler les grandes lignes du programme et des actions de la DENJS pour cette nouvelle année scolaire qui débutera, je vous le rappelle, lundi 11 septembre en Principauté. Isabelle Bonal est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie Rousseau. Quelles sont les grandes nouveautés de cette année scolaire 2023-2024 en Principauté ? Bon, alors pour le primaire, pas grand-chose. Nous allons juste faire des évaluations nationales en CE2 pour cibler les enfants qui ont besoin de renfort en mathématiques et en français pour la classe de CM1. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que nous allons, dans toutes les classes de CE1 en Principauté, ne plus donner de notes aux élèves. Nous allons faire des évaluations par compétences. On a fait une expérimentation cette année sur 14 classes et on a vu que finalement, les enfants étaient beaucoup plus détendus, moins stressés et qui se sentaient beaucoup plus valorisés. Et au moins, on a évité que les enfants soient trop sous pression. Ils auront le temps d'être sous pression quand ils seront plus grands. Oui, lors de cette conférence de presse, vous avez mis l'accent sur le bien-être à l'école en mentionnant la lutte contre le harcèlement scolaire. Comment cela va se traduire dans les établissements ? Déjà, nous avons décidé de consacrer, après les vacances de la Toussaint au mois de novembre, la lutte contre le harcèlement pendant 1 mois. Nous serons aidés des rencontres philosophiques présidées par Madame Charlotte Casiraghi-Rassam. Nous allons faire venir des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychanalystes, vraiment des assistantes sociales qui vont recueillir la parole de l'adolescent en souffrance. Nous allons aussi faire un escape game géant en 4e pour lutter contre le harcèlement. Et pour les classes de 3e, nous allons faire une bande dessinée, un manga, si je puis dire, une bande dessinée manga. Et nous allons faire aussi une exposition sur justement ce problème de harcèlement. Nous allons faire aussi au lycée Albert Ier, grâce à Madame Audrey Chénu, donc une sensibilisation qui va s'appeler Stop Hate et elle va pouvoir ainsi s'entretenir avec les élèves, recueillir leurs paroles et définir ce qu'est un discours haineux et faire en sorte que les élèves puissent aussi contrecarrer ce genre de discours et qu'ils puissent ainsi se sentir apaisés. Oui, il est important de mettre des mots sur ce fléau. Isabelle Bonal, l'école à Monaco est une école que vous avez toujours définie comme ouverte à tous les élèves dans une vraie démarche d'inclusion. Comment définir l'inclusion à l'école en Principauté ? Aucun enfant n'est laissé sur le bord du chemin. Donc les enfants qui ont des troubles, par exemple, cognitifs ou des troubles qui relèvent du champ du handicap ou des enfants qui ont, par exemple, une phobie scolaire sont tous pris en charge. Donc soit d'une manière individuelle, soit par petits groupes. Donc si vous voulez, tous ces enfants-là ne sont pas des laissés pour compte et on essaye de tirer, d'extraire chez eux la substantifique moelle qui va faire qu'ils vont trouver eux aussi leur chemin. Accompagner aussi les élèves dans leurs orientations, c'est une phase parfois délicate dans la scolarité d'un enfant car il s'agit d'un parcours sur le moyen terme mené à l'adolescence. C'est une période où les choix de carrière ne sont pas encore clairement définis. Comment allez-vous les aider à construire ce parcours d'orientation ? Déjà, nous avons prévu d'organiser une bourse au stage avec les collégiens. C'est-à-dire que nous allons faire venir des professionnels
au Collège Charles III, nous allons faire des tables rondes avec les professionnels et les élèves afin qu'ils apprennent, qu'ils choisissent mieux leur stage et qu'ils ne choisissent pas des stages par défaut. Autre chose, zéro cliché pour les métiers. En effet, souvent, on a toujours attribué aux hommes certains métiers et d'autres métiers moins nobles aux femmes. Donc là encore, ça va être l'occasion pour les élèves de faire des recherches sur ces fameux métiers et nous pouvons nous rendre compte qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes peuvent pratiquer n'importe quel métier et on lutte ainsi contre la discrimination. Pour conclure cet entretien, Isabelle Bonal, à quelques jours de la rentrée 2023, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux élèves, mais aussi aux professeurs ? Je souhaite une très bonne rentrée scolaire, non seulement aux professeurs, mais aux élèves. Ils peuvent être rassurés, tout a été mis en place. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs, aux nouveaux élèves, et je reste très optimiste pour le déroulement de cette rentrée. Une rentrée qui aura donc lieu le 11 septembre, lundi prochain, en Principauté. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci, Émilie Rousseau. Et lors de cette conférence de presse, un accent a également été mis sur la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle se tiendra à Monaco le 22 novembre prochain. Cette année, les fonds récoltés seront entièrement reversés au Préventorium de Madagascar, une structure d'accueil de soins créée sous l'impulsion du prince Régnier III. Plus de détails avec Julia Vial et Olivier Bonello. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, Madagascar sera à l'honneur à Monaco. Un clin d'œil au foyer Régnier III, dit Préventorium de Madagascar. Un moyen aussi de sensibiliser les jeunes de la Principauté au partage et à l'entraide. C'est important, je pense vraiment, chaque année de se rappeler que malheureusement, pas tout le monde a les mêmes droits. Ici à Monaco, nous sommes privilégiés, nos enfants ont accès à l'éducation, ils ont beaucoup de droits qui sont largement respectés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous et c'est bien aussi, au moins une fois de temps en temps, de pouvoir se rappeler que malheureusement, pas tous les droits sont respectés pour les enfants et je pense qu'à notre niveau, même les enfants peuvent être sensibilisés, peuvent agir d'une façon ou d'une autre et justement, lors de cette après-midi festive, ils auront l'opportunité d'apprendre, d'échanger et pourquoi pas déjà aider à leur niveau. Et pour récolter un maximum de fonds pour les enfants malgaches, un spectacle inédit inspiré des arts du cirque sera interprété les 16 et 17 septembre prochains au Grimaldi Forum. Dual Reality évoquera la romance passionnée de Roméo et Juliette. Une partie des recettes sera reversée aux bénéficiaires du Préventorium Régnier III. Cette année, je voulais vraiment offrir un spectacle pour le grand public, pour les enfants, pour tout le monde dans la Principauté et pas juste le public plutôt de soir, disons. Et du coup, je voulais aussi m'associer avec une bonne cause parce que, comme autant je suis arrivé où je suis parce qu'on m'a aidé toujours dans ma vie, dans mon parcours, de pouvoir aussi comme reverser ça après sur des belles associations et sur une belle œuvre comme la Journée nationale des droits de l'enfant. Pour cette Journée internationale des droits de l'enfant, des activités ludiques, éducatives et sportives seront donc proposées le 22 novembre prochain en Principauté. Le jeune public pourra ainsi venir profiter gratuitement de ce temps dédié à tous les enfants d'ici et d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité en images, succès exceptionnel pour Monet en pleine lumière au Grimaldi Forum. 120 000 visiteurs ont découvert une scénographie unique offrant un nouveau regard sur le travail de l'artiste et de la vision qu'il avait de Monaco et de la Riviera à cette époque. Produite par les équipes du Grimaldi Forum avec le concours du musée Marmottan Monet à Paris, cette exposition a présenté des chefs-d'œuvre rarement dévoilés, dont un inédit. Le vendredi 8 septembre à 10 h, suivant en direct sur Monaco Info la séance spéciale du Conseil national, une séance qui rendra hommage au prince Régnier III et mettra en valeur le prince constituant l'accord de volonté. Cet événement s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. La Fondation Prince Albert II de Monaco lance la 4e édition du prix de photographie environnementale. Les photographes, professionnels ou amateurs, peuvent soumettre leurs photos jusqu'au 5 novembre. Les thèmes retenus sont par exemple le monde marin, les acteurs du changement ou les merveilles polaires. Plus d'informations sur le site de la Fondation.
Souvenez-vous, en juin 2018, le prince Albert II et la princesse Charlène inauguraient l'un des grands projets de la Croix-Rouge monégasque à l'international, le centre polyvalent de Lumbila au Burkina Faso, un lieu de vie qui permet notamment aujourd'hui aux habitants de se former sur place à la natation et au sauvetage en mer, un complexe hôtelier et des cours de maraîchage leur permettent aussi de subvenir à leurs besoins en leur offrant du travail. Julia Vial et Alban Gingembre font le point sur l'avenir de ce beau projet. Le centre polyvalent de Lumbila, après plusieurs années d'existence, semble avoir rempli tous ses objectifs, de l'apprentissage de la natation au volet maraîchage, en passant par la partie hôtelière. Ce sont presque 10 000 personnes qui ont été formées sur place. À Monaco, chaque semaine, les équipes de la Croix-Rouge monégasque se donnent rendez-vous avec leurs homologues au Burkina Faso. Avec Elodie, qui est chef de projet du projet communautaire de Lumbila, sur place à Lumbila, au Burkina Faso, nous avons hebdomadairement une réunion de suivi des activités du projet. Donc on fait le point sur les budgets, les chronogrammes, les partenaires. Et aujourd'hui, on a évoqué notamment le sujet de la natation, qui est un volet de notre projet. Donc effectivement, depuis le début du projet, 617 élèves ont pu être formés au cours de natation. Et cette année, 3 élèves ont pu participer à un concours national, une compétition de natation. Donc on était très fiers d'apprendre la nouvelle et ils ont eu d'ailleurs des bons classements. Ces résultats sportifs sont la preuve du bon déroulement du projet. Il rentre d'ailleurs dans sa deuxième phase, malgré un contexte parfois difficile sur le site. On peut se resituer, donc je vous l'ai dit, inauguration par le couple princier et le couple présidentiel au Burkina Faso en janvier 2018, ouverture du centre en mai 2019 et là on a enchaîné une dégradation du contexte sécuritaire, plusieurs coups d'État, des mouvances islamistes au nord, 2 millions de populations déplacées internes au Burkina Faso, une pandémie mondiale qui a impacté grandement tout le secteur de hôtelier et touristique. Mais malgré cela, grâce au travail des équipes de la Croix-Rouge au Burkina Faso et à Monaco, on a mis en place des stratégies d'adaptation. S'adapter à la réalité du terrain pour continuer d'aider à tout prix la population. Dieudonné est au cœur du projet. Nous avons pu le contacter au Burkina Faso. Il nous explique en quoi va consister cette nouvelle page qui s'ouvre pour le centre. Est-ce que le projet va évoluer dans les mois, dans les années à venir peut-être? Aujourd'hui, le centre va évoluer en termes de capacité pour avoir une meilleure gestion de l'eau. Et aujourd'hui sur place pour pouvoir augmenter le potentiel en termes d'activité de maraîchage pour permettre aux communautés d'avoir plus de revenus. Un projet communautaire et solidaire qui poursuit donc son travail sur place. Et si vous souhaitez vous aussi participer à la création du futur forage du centre de Lumbila, vous pouvez envoyer vos dons par chèque ou sur le site internet de la Croix-Rouge monégasque. Nous parlions de rentrée scolaire tout à l'heure, elle peut être synonyme aussi de rentrée sportive. La piscine Saint-Charles a rouvert ses portes depuis lundi. Une piscine qui a fait peau neuve, des travaux de restauration ont eu lieu pour rendre l'endroit plus moderne et optimiser l'espace. De nouveaux cours aussi viennent renforcer l'offre. Le reportage d'Émilie Flamin et Hugo Comassa. Un bassin rénové, un vestiaire modernisé, 6 nouvelles douches individuelles, la piscine Saint-Charles est méconnaissable après ses 11 mois de travaux. On a tout cassé et on a tout repris. Vraiment des travaux en profondeur, sol, mur, plafond, technique, boiserie, faux plafond acoustique, tout a été repris. L'idée c'était d'optimiser. C'est vrai que dès qu'on a des cours collectifs, tout le monde, les horaires sont fixes, donc ils arrivent en même temps, ils partent en même temps. Donc il y avait des bousculades, les vestiaires étaient peu accessibles, les douches étaient saturées. Donc on a vraiment tout ouvert, tout est mixte. Et chacun a ses douches fermées, ses vestiaires déshabilloirs fermés. Et donc c'est beaucoup plus fluide, tout le monde peut aller partout. Mais les travaux sont aussi synonymes de nouveautés pour la piscine, notamment concernant les cours aquatiques. On a 3 nouveautés. Une première qui est un cours très tonique, Aqua Fitness Plus, pour que des activités se passent soit dans l'eau, soit sur le bassin. Et là, il faut être en forme physiquement. Et si on ne l'est pas, on vient et on devient très en forme. Ensuite, il y a un cours qui est plus destiné aux enfants où on va faire de la monopalme, mais en fait, c'est Aqua Mermaid, c'est-à-dire qu'on se transforme soit en sirène, soit en dauphin.
Et ensuite, il y a un cours qui s'adresse un peu plus aux gens, soit qui ont une petite appréhension de l'eau, soit qui veulent vraiment se relaxer dans l'eau pour des besoins médicaux ou juste pour être plus relax dans leur tête. En plus de la rénovation de la piscine, la salle de sport a été transformée pour proposer des cours. Du côté du reste du bâtiment, les vestiaires du marché ont également été rénovés. Il est temps de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Julia Vial, est-ce que ce beau temps va durer en principauté, Julia ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. J'ai encore de très bonnes nouvelles à vous annoncer du côté de vos prévisions météo. En effet, le temps sera encore idyllique. Un grand soleil vous attend donc avec des températures très douces et comprises entre 19 et 28 degrés. Demain, nous perdrons cependant encore quelques minutes de soleil puisqu'il se couchera à 20 h. Ce mercredi 6 septembre sera la Saint-Bertrand. Merci Julia et merci à vous d'être au rendez-vous chaque soir pour votre JT sur Monaco Info. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui a souhaité mettre en valeur ce soir le projet du centre polyvalent de Lumbila au Burkina Faso. Très belle soirée à tous et à demain 19 h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.